Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du machine learning. Mon objectif va être d'introduire un peu chaque concept du domaine afin que ceux qui n'y connaissent rien puissent mieux s'y retrouver. Vous allez voir que le machine learning ça ne se résume pas qu'à l'optimisation de réseaux de neurones et mon objectif ça va être que vous compreniez tous les termes clés liés à l'IA et que cette série de vidéos vous serve à expliquer comment fonctionne ChatGPT par exemple. Bon, obligé de le rappeler, mais si vous ne le saviez pas déjà, le machine learning évidemment c'est partout. Quand votre boîte mail filtre les spams, c'est un algorithme de machine learning, à base de modèles probabilistes et d'analyse de langage. Un chatbot, c'est une IA, et ça l'était même avant ChatGPT. Vos recommandations Spotify, la prévision météo, la navigation autonome de votre Tesla, etc. Tout ça, ce sont des algorithmes de machine learning. Même le simple PNJ dans votre jeu préféré, c'est une IA. Et là, vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce qu'on veut dire par IA en fait? Dans le langage courant, il y a une certaine confusion entre IA, machine learning, apprentissage automatique, et c'est un flou auquel il faut absolument remédier. Et le premier mot sur lequel on doit être d'accord, c'est celui d'intelligence artificielle. En fait, l'IA, c'est un terme qui veut un peu tout et rien dire. Une IA, c'est un système informatique qui est capable de simuler l'intelligence humaine. Mais ça, il y a plein de façons de le faire. Entre autres, on a la capacité à calculer, la capacité à apprendre, la capacité à raisonner et même la capacité à communiquer. On voit qu'il y a différents pans de l'intelligence que l'on peut simuler et à des degrés plus ou moins importants. Ainsi, avec cette définition très large, on pourrait considérer qu'une calculatrice est une sorte d'intelligence artificielle, puisqu'elle fait les calculs à notre place. En réalité, on a introduit le terme d'IA pour des systèmes un peu plus complexes. On l'a utilisé au départ pour simuler le raisonnement. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'IA symbolique, qui se base sur la logique propositionnelle. Derrière cette théorie vient l'idée qu'on peut formaliser la logique à base de propositions, d'implications, etc. On a développé des modèles qui résolvent des problèmes logiques dans les années 80 avec Prolog par exemple. Dans la pratique, ça prend la forme d'arbres de décision. Si je sais ça, alors ça. Et s'il y a ça, je fais ça. Un peu comme des boucles if en informatique. L'avènement de cette ère, c'est la machine Deep Blue, développée par IBM au début des années 90. C'est la machine qui a battu le champion du monde aux échecs, Garry Kasparov, en 1997. Le geste est pathétique, l'heure est historique. Le champion du monde d'échecs vient d'être battu en combat très singulier par une machine. Il était certain pourtant d'en venir à bout. Cependant, l'intelligence a dû laisser place à la formidable puissance de calcul stockée dans les laboratoires d'IBM et implantée dans les entrailles d'un ordinateur d'une tonne et demie. Et je peux vous promettre à vous tous que si Deep Blue joue à la régulière, je vous le garantis, je le réduis en pièces. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, il n'y avait absolument pas de réseau de neurones. La machine se contentait d'explorer l'arbre des possibilités du jeu, d'assigner à chaque position un score et de choisir le coup qui lui assurait la meilleure chance de gagner. Donc là, les capacités humaines que simule Deep Blue, c'est celle de visualiser les situations futures, de calculer et de choisir la meilleure. C'est déjà très fort. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Deep Blue n'a rien appris de lui-même. C'est les humains qui ont inscrit dans son code ce qu'était une bonne position, un mauvais coup, quels sont les coups autorisés, etc. Les experts du jeu ont en fait défini une heuristique pour évaluer la puissance d'un coup. L'intérêt de Deep Blue, c'était sa capacité à calculer plein de coups d'avance, mais ce n'était donc pas plus qu'une grosse calculatrice adaptée aux échecs. C'est là qu'intervient le machine learning, ou en français, l'apprentissage automatique. On parle de machine learning quand c'est la machine elle-même qui apprend. Alors attention, on est toujours loin du robot pensant. Apprendre de soi-même, ça veut juste dire qu'on va lui fournir des données, par exemple plein de simulations de parties d'échecs, et c'est elle-même qui va trouver pourquoi telle ou telle position est meilleure. Faire ça, c'est vachement fort, parce qu'en fait, savoir qu'est-ce qui fait une bonne position aux échecs, c'est pas du tout évident. On peut compter le nombre de pions, voir si le roi va peut-être mis facilement en danger, mais ça va pas vraiment plus loin que ça, alors qu'il y a en réalité bien plus d'indices qu'on ne sait pas analyser nous-mêmes. En fait, il y a plein de situations dans la vie qui sont comme ça, où l'on sait quelle est la bonne réponse, mais on ne sait pas pourquoi. Par exemple, entre une image d'un chat et d'un chien, on sait tous dire laquelle est laquelle. Pour autant, sauriez-vous écrire un algorithme qui différencie automatiquement les deux? Sur quel attribut se baser? Il y a beaucoup de chiens et de chats différents. Construire à la main un ensemble d'indices qu'on appelle des features qui discriminent les deux, sachant qu'une image ce n'est qu'un tableau de pixels, c'est très difficile. La capacité que simule le machine learning, c'est la capacité de comprendre un phénomène et d'utiliser cette compréhension pour déduire des choses similaires. Une fois que l'algorithme a compris ce que c'est un bon coup aux échecs, il pourra jouer des bons coups, mais ça ne veut pas dire qu'il réfléchit. De même, pour différencier entre un chat et un chien, il aura appris les éléments discriminants entre les deux, mais ça ne veut pas dire qu'il voit ces choses ou a conscience de ce qu'elles sont. Alors j'essaye un peu de démystifier le machine learning, mais peut-être que vous trouvez ça magique que la machine arrive à trouver ces features intéressants que nous ne voyons pas. En réalité, c'est juste des mathématiques, de l'optimisation et de la statistique. Pour le coup, des algorithmes qui font ça, il y en a plein. Ça va dépendre des données auxquelles on a accès, de ce qu'on souhaite faire apprendre. Ça peut aller de la simple régression linéaire jusqu'au réseau de neurones, en passant par le clustering, la détection de patterns, etc. Le deep learning, c'est un sous-ensemble du machine learning qui se focalise sur les réseaux de neurones. On parle d'apprentissage profond, car souvent on considère des réseaux de neurones à plusieurs couches de profondeur. ChatGPT, bien sûr, fait partie du deep learning.
En fait, aujourd'hui, la plupart des gros modèles sont basés sur l'entraînement de très gros réseaux de neurones emboîtés entre eux. Bon, et sinon, il y a quelques autres mots de vocabulaire que vous avez dû entendre. Par exemple, on parle parfois d'apprentissage statistique plutôt qu'apprentissage automatique, et ce sont en fait souvent des synonymes. Ça vient du fait que les méthodes de base utilisées dans le machine learning proviennent au départ de l'inférence statistique, c'est-à-dire qu'on va modéliser de manière probabiliste le problème étudié. Néanmoins, aujourd'hui, ce formalisme n'est pas vraiment mis en avant, on a une approche bien plus empirique. Ce délaissement de la rigueur mathématique est en fait dû au fait que les progrès ces dernières années ont été du côté de l'informatique plutôt que de la théorie. Sinon, vous avez peut-être entendu parler d'IA générative, c'est-à-dire qui génère du texte ou des images. C'est le cas de ChatGPT par exemple. Mais en fait, l'IA générative, ce n'est pas vraiment un algorithme, mais une application possible, comme le serait la régression ou la classification. Ça fait donc partie du machine learning, et même souvent du deep learning, mais ce n'est pas un formalisme à part. Enfin, on entend de plus en plus parler d'AGI, Artificial General Intelligence, qui désignerait une intelligence suprême capable de simuler notre intelligence sous tous ses aspects, et même de mieux raisonner que nous. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Can you? Il y a 10 ans, c'est ce qu'on désignait tout simplement par intelligence artificielle, et ce serait donc un robot doté d'une certaine conscience, capable de tout faire, potentiellement de détruire le monde. Pendant un moment, ChatGPT a donné cette impression, mais la réalité est qu'on est encore loin de là, même si c'est important quand même de travailler sur des contre-mesures pour le futur. Do you think GPT-4 is conscious? I think no. You think GPT-4 is conscious? I think it knows how to fake consciousness. Yes. Bref, dans cette vidéo, on va se focaliser sur le machine learning. Comme on l'a dit, il y a plein d'algorithmes qui rentrent dans cette catégorie, et on les regroupe souvent selon 3 grandes familles. L'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, et l'apprentissage par renforcement. Alors le plus simple et le plus courant, en fait, c'est l'apprentissage supervisé. Dans ce formalisme, on va avoir accès à ce qu'on appelle des données labellisées, c'est-à-dire des exemples de données d'entrée, mais aussi des valeurs qu'on attend en sortie. Par exemple, un jeu de données d'images de chiens et de chats, accompagné du label chien ou chat sur chaque image. Là, un algorithme va devoir apprendre à bien répondre chien ou chat en analysant l'image en entrée. C'est grâce aux exemples qu'on lui a fournis qu'il va mettre au point la bonne stratégie durant ce qu'on appelle la phase d'entraînement. Dans le supervised learning, on considère souvent 2 types de tâches, la régression et la classification, qu'on va détailler juste après. Récemment, il y a aussi eu la génération que l'on peut classer dans une catégorie à part. Mais on peut aussi avoir un jeu de données sur lequel on n'a pas de label. Là, on peut vouloir que l'algorithme comprenne de lui-même qu'il y a ce qu'on appelle 2 clusters, c'est-à-dire 2 ensembles d'images qui se ressemblent sans qu'on ait précisé à quoi ils correspondent dans l'absolu. L'apprentissage non supervisé, ça consiste donc à extraire de la structure dans des données qu'on présente. Il y a souvent 2 tâches qu'on étudie, le clustering, celle que je viens de décrire, et la réduction de dimensions que je présenterai plus tard. Enfin, il y a l'apprentissage par renforcement, où là le modèle est un agent qui va évoluer dans un environnement où il aura la possibilité d'effectuer différentes actions pour lesquelles il recevra des récompenses. Son but sera d'apprendre à évoluer dans cet environnement pour maximiser sa récompense. La différence avec l'apprentissage supervisé ou non supervisé, c'est qu'on ne va pas fournir de jeu de données. C'est le modèle qui va explorer l'univers de manière autonome pour construire ces données. C'est ce qui ressemble peut-être le plus à l'idée que se font certains de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire une sorte de robot qui apprend en cherchant comme un bébé. Néanmoins, il faut savoir que ce n'est pas la méthode la plus populaire, du fait que l'univers des possibilités est souvent très grand, et donc c'est très difficile d'avoir une convergence du comportement de l'algorithme. C'est bien plus simple de lui dire, dans telle situation, tu es censé comprendre ça. AlphaGo has just played something maybe unusual. You know, I'm not actually sure what AlphaGo is trying to do here. What's that about? I don't really understand it. Vous avez peut-être aussi entendu parler dernièrement d'apprentissage auto-supervisé, self-supervised. C'est en fait quand les données qu'on a ne sont pas labellisées, mais que l'algorithme va construire lui-même un jeu de données labellisé. Ça a été popularisé avec les LLM, c'est-à-dire les Large Language Models, comme ChatGPT, qui ont appris à générer du texte grâce aux données textuelles de tout Internet. Pour leur apprentissage, ils ont pris des phrases et ont caché par exemple le dernier mot, et donc le modèle a appris à deviner le dernier mot en fonction de la phrase d'avant, et ainsi le dernier mot sert de label. C'est du self-supervised, mais pas seulement. Son entraînement est aussi passé par une phase de reinforcement learning, où la récompense était donnée par l'évaluation qu'ont fait des humains sur ses réponses, selon sa toxicité, ses capacités à nuancer, etc. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour une explication plus détaillée de l'apprentissage supervisé.